La primaire du Parti socialiste et de ses alliés, le coup d'envoi, c'est aujourd'hui puisque c'était la date limite du dépôt des candidatures. On sera fixé samedi sur le nombre de postulants effectifs et on en débat avec à nos côtés Élise Feigelès, maire adjointe du 10e arrondissement de Paris, membre de l'équipe de campagne de Manuel Valls. Face à vous, Michel Pouzol, député socialiste, soutien de Benoît Hamon et membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Frédéric Dabi, vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP et Jean Garrigue, historien, professeur à l'Université d'Orléans et à Sciences Po Paris. On en débattait juste avant la coupure, Élise Feigelès, le fameux bilan de ces 5 années de François Hollande, enfin 4 années et demie à l'heure qu'il est. Manuel Valls, aujourd'hui, défend ce bilan. Comment y aller finalement sur un bilan qui n'a pas permis à François Hollande de se représenter? Alors, on est dans un système constitutionnel où il y a la politique du président de la République qui est mise en œuvre par le Premier ministre. Il n'y a pas deux politiques. Donc en effet, aujourd'hui, le bilan, c'est le bilan du président de la République. Emmanuel Valls a appliqué cette politique avec la plus grande loyauté jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ce processus. Et il l'assume. Donc aujourd'hui, il l'assume. Il l'a toujours fait avec sa singularité de ton. Certains peuvent le reprocher. C'est aussi ce qui a fait qu'il a pu être aussi très populaire. Aujourd'hui, il est dans une autre situation. Il prend évidemment toute la mesure de son expérience, aussi du fait que le monde bouge à une vitesse incroyable et qu'il est tout à fait légitime pour proposer un nouveau contrat aux Français, un nouveau projet que la gauche doit incarner, cette gauche qui assume les responsabilités du pouvoir, qu'il a assumé très bien en tant que ministre de l'Intérieur puis en tant que Premier ministre. Et aujourd'hui, en effet, il propose, on voit bien, ses premières propositions, c'est une réforme institutionnelle. Il a été le mieux placé, je crois, pour voir que la Constitution, la Ve République est à bout de souffle, qu'on a besoin de redonner du pouvoir aux citoyens, et c'est tout de suite ce qu'il vient proposer pour rétablir un petit peu de pouvoir et un petit peu de souffle démocratique. Donc on voit bien qu'il exprime tout de suite sa singularité, et il y aura le bilan qui sera certainement réévalué, mais il y a des propositions pour aller de l'avant maintenant pour les 5 prochaines années. Voilà, un nouveau projet, une nouvelle République avec, on l'a appris aujourd'hui, sans possibilité de 49.3, hormis dans le cadre de l'exercice budgétaire. Écoutez, c'était Manuel Valls aujourd'hui. Je connais parfaitement les effets pervers du 49.3. Je suis très lucide, et puis j'ai appris, et puis on prend du recul. Dans la société de la participation dans laquelle nous vivons, son utilisation est devenue dépassée et elle apparaît comme brutale. Donc, je proposerais que, hors texte budgétaire, parce que la nation a besoin d'un budget, je proposerais de supprimer purement et simplement le 49.3. Voilà, une brutalité qui n'a pas empêché Manuel Valls d'y recourir à 6 reprises au cours des 2 dernières années. Élise Feigelès, c'est ce que là, c'est pas un peu le sparadrap du capitaine Haddock. Ça va être compliqué quand même de justifier ça aux yeux lecteurs. D'ailleurs, tout au long de la journée, il y a eu des réactions il n'y a absolument sur les réseaux sociaux. Aucun problème à le justifier. On est dans 2 situations différentes. On a un Premier ministre, par exemple, prenons la dernière loi, la loi travail, qui doit appliquer, faire adopter cette loi qu'il considère juste. C'est une loi qui fait avancer le droit des travailleurs, la démocratie sociale. Et il y a à un moment donné un blocage dans son propre groupe, une minorité du groupe socialiste qui risque de bloquer la majorité du groupe socialiste. Il a cet outil institutionnel entre les mains. C'est de loin pas le Premier ministre qui a le plus fait usage du 49.3 et pas à gauche non plus. Donc, il va utiliser ça. Maintenant, il propose un pacte général pour réformer les institutions, comme je vous le disais, pour rééquilibrer les pouvoirs, pour donner plus de pouvoir aux citoyens et pour donner plus de pouvoir au Parlement. C'est cohérent. On va limiter le cumul des mandats dans le temps. Il propose également de réduire le nombre de parlementaires. Il propose un ensemble de mesures pour favoriser à nouveau la décentralisation, de mieux associer les citoyens, comme par exemple la consultation citoyenne numérique. On l'a vu sur la loi numérique, il faut que ce soit plus systématique. La suppression du 49.3 fait partie de ces mesures. C'est une mesure emblématique, c'est important de dire, et il le sait bien, que c'est une mesure brutale et que si on va devant les citoyens avec un nouveau pacte démocratique pour donner du souffle, il parle de renaissance démocratique, on en a besoin. Moi, je suis élu local. Je vois bien comme les concertations, les consultations locales, voilà, on donne la parole aux gens, on prend des meilleures décisions politiques. Il faut que ça marche également au niveau national. Manuel Valls, qui a été élu local, le sait, et maintenant, c'est sa proposition. Pour moi, il n'y a rien d'incohérent. Au contraire, ça fait partie de ce pacte démocratique qu'il propose aux Français. Michel Pouzol, vous avez évidemment été hostile à l'usage du 49.3. Non, mais il faut quand même redire 2-3 choses. Manuel Valls, il a fait une chose que personne n'avait jamais fait, déclencher un 49.3 avant même un débat sur la loi travail. C'est-à-dire que ça ne s'était jamais vu.
C'est-à-dire qu'on menait le débat était bloqué et on passait au 49.3. Là, il l'a fait d'entrée de jeu avant même qu'on rentre dans le vif du sujet. Eh bien si, je suis désolé. Et il l'a fait à 3 reprises sur la loi travail. Donc ça va être un peu difficile de faire comprendre. Le débat a eu lieu, il y a eu Non, il n'y a pas eu lieu. Non, le débat n'a pas eu lieu. Moi, j'étais à l'Assemblée, le débat n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu. Ce n'est pas vrai. Dans l'hémicycle, le débat n'a pas eu lieu sur la loi travail et il a été bloqué dès la première journée par le 49.3. C'était une première. Il faut l'assumer. Moi, je comprends que Manuel Valls l'ait fait. Il faut qu'il l'assume. Il ne veut pas l'assumer, ce n'est pas très grave. Moi, je suis d'accord pour qu'on supprime le 49.3 et j'espère qu'il va aller aussi loin que nous. C'est-à-dire que du coup, il va revenir sur la loi travail et l'annuler. S'il est élu, qu'il nous annonce ça n'a rien à voir. Eh bien si, ça a quelque chose à voir. Non, la loi travail, ça a quelque chose à voir. Ça a tout à voir, justement. Et c'est bien ça la difficulté que va avoir Manuel Valls. C'était une très bonne loi pour protéger les travailleurs, justement. Après, effectivement, je suis ravi que quelqu'un qui était aussi longtemps Premier ministre se rende compte enfin qu'il fallait changer les choses. Mais quand on est au pouvoir, on a justement la capacité de le faire et on aurait dû le faire avant. Et nous n'irons plus loin parce que nous sommes pour le 49.3 citoyen, c'est-à-dire qui permettent à 1% du corps électoral par pétition de se saisir et de faire bloquer une loi et d'imposer aux parlementaires d'imposer un vote bloqué aux parlementaires. Le président de la République, il n'avait pas le pouvoir de réformer les institutions, il avait là le pouvoir de faire adopter cette loi. On ne va pas débattre, on a bien compris, vous n'étiez pas d'accord sur la loi travail. Un mot de Frédéric David. Il y a vraiment deux choses. Il y a le fond de la loi travail et il y a la méthode, le 49.3. Je dirais que la méthode, le 49.3, l'impact sur Manuel Valls, c'est que ça a renforcer l'image de quelqu'un avec beaucoup d'autorité et ça a glissé vers l'autoritarisme. Et ça a, je dirais, un petit peu cannibalisé son cœur d'image qui était très porté sur le mouvement, le dynamisme, la jeunesse, que lui a un peu fauché, si je puis dire, Macron, et il est resté sur l'autorité. Mais par contre, sur le fond, cette loi, quoi qu'on en dise, elle a été rejetée massivement par les sympathisants de gauche. Elle a été vue à tort ou à raison, c'est pas à moi de le dire, comme une loi de régression sociale. Et si je peux dire, le dernier clou sur le cercueil de François Hollande, ça a été cette loi, puisque pour la première fois, on avait bien vu des présidents impopulaires, Nicolas Sarkozy l'était massivement, mais il avait le soutien également très fort des sympathisants de droite. Après, pendant la période février, avril, mai 2016, François Hollande, puis par capillarité Manuel Valls, deviennent minoritaires, y compris chez les sympathisants socialistes et de gauche. Jean Garry. La loi travail avait le soutien des syndicats réformistes. De la CFDT, notamment, et CFDT. Une minorité de syndicats, excusez-moi. Ça faisait la minorité, 40% c'est la minorité. Il y a aussi une ambiance autour d'un débat qui fait que les Français peuvent être influencés par cette ambiance qui n'était pas... D'ailleurs, Manuel Valls dit qu'il aurait préféré faire adopter cette loi sans le 49.3. Il aurait préféré. Jean Garry. Là, on vient d'insister à ce que moi j'appelle un peu les dérives des primaires et des débats des primaires. C'est-à-dire qu'on va se reprocher ce qu'on a fait, ce qui n'a pas été fait, etc. Et on donne des arguments au passage à la droite. Dans la primaire de droite de la même façon. Je pense que ce qui intéresse les Français, c'est au contraire d'être plutôt dans la prospective. Et je pense que les mesures qui ont été annoncées là par Manuel Valls, elles vont dans le sens non seulement de la gauche, en montrant sa différence par rapport à la droite, mais de quelque chose qui peut faire consensus chez tous les candidats. En revanche, et c'est très intéressant, la loi El Khomri, sur le fond précisément, elle est un point de clivage, elle montre d'une part ce que voudrait être un projet qui voudrait reconstruire une social-démocratie un peu sur le modèle allemand, c'est ce que voulait en fait la loi El Khomri, sauf que sous les contraintes de ce que peut être la mondialisation, le libéralisme et les contraintes politiques qui ont pesé sur cette loi, on est vers quelque chose qui s'apparente au social-libéralisme et qui est impopulaire chez les socialistes. Et puis en face, il y a des solutions qui sont des solutions qui s'inscrivent beaucoup plus dans la tradition de protection et j'allais dire dans la tradition de ouvriériste et protection des salariés de la gauche, et qu'on trouve chez Benoît Hamon, par exemple. Donc ça, c'est un débat de fond qui est très, très intéressant, mais il ne faut pas que ce débat de fond soit, je dirais... Oui, mais forcément, quand on reparle 49.3 aujourd'hui, si vous voulez, c'est vrai qu'on se demande un petit peu quel était On a le droit aussi, d'évoluer. Oui, non, bien sûr, mais ça renvoie immanquablement au débat sur la loi travail. C'est un très, très bon signe quand même de placer ces primaires. Justement, on a un appel aux citoyens de venir s'exprimer, de venir
venir prendre en main. Oui, non, on ne peut pas reprocher. C'est bien de proposer quand même un débat sur les institutions. Mais quand Manuel Valls parle du 49.3 aujourd'hui. Michel Pouzol disait que c'était une très bonne proposition. Marine-Noël Lienemann l'a dit aujourd'hui. Vous voyez qu'on peut avoir du rassemblement sur des propositions. Bien sûr, mais Élise Fagès, bien sûr, j'imagine que vous comprendrez aussi quand Manuel Valls parle du 49.3. Aujourd'hui, il est logique que ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui lors de l'usage du 49.3 à l'époque de la loi travail le lui rappellent. Et j'aurais tendance à dire que Manuel Valls va supprimer le 49.3. Je sais pas moi qui vais m'en offusquer puisque je suis contre le 49.3 absolument, effectivement. Mais quelle maladresse politique d'ouvrir un débat en remettant on ne va pas revenir sur ce qui vient de se passer, la fracture. C'est peut-être aussi une manière de purger. C'est peut-être aussi une manière de purger le débat. Je trouve ça dommage. J'espère qu'on sera purgé et qu'on sera sur un débat. Je trouve ça, parce que je trouve ça dommage. On a des propositions. Il a des propositions concrètes sur lesquelles on peut tous se rassembler. Je trouve ça dommage. Les Français ont un peu du mal à avaler la pilule. Alors justement, on va accepter que Manuel Valls puisse faire ses propositions. Alors ça, tout le monde peut se rassembler. Ça, c'était une proposition d'ordre institutionnel. On va passer à d'autres propositions et qui intéressent notre électorat, notamment au plan social, la refonte des minima sociaux pour lesquels chacun de vos deux candidats propose des modalités assez différentes. Pour vous, Benoît Hamon propose un revenu universel d'un peu plus de 500 euros par mois. Une mesure qui, aujourd'hui, très honnêtement, n'est pas financée. En tout cas, on n'a toujours pas compris comment. Effectivement, dans une première étape, l'idée, c'est de créer le revenu universel, qui est une vieille idée. C'est pas une idée nouvelle qui fait son chemin un petit peu, qui est d'abord une idée au départ ultra-libérale, qui vient de ce qui est assez étonnant, avec pas tout à fait la même vision. Parce que Gaspard Koenig, par exemple, en parle depuis des mois. Nous, l'idée, c'est que dans un premier temps, effectivement, et dès 2018, dès le budget 2018, déjà les 18-25 ans auront droit à une première étape, je dirais, qui sera dans les 500 ou 600 euros de revenus universels pour tous. Pourquoi Parce que aujourd'hui, si on ne repense pas le monde dans lequel on va vivre, alors on continuera à mener des politiques qui, au final, sont toutes plus ou moins inefficaces. En Europe, comme chez nous, on a tout essayé sur la croissance, ça ne fonctionne pas. La croissance ne revient pas, ça fait 30 ans qu'elle ne revient plus, ou 20 ans. Mais c'est la logique des 35 ans, c'est-à-dire qu'on partage le gâteau finalement. Ce n'est pas que ça. C'est de considérer, c'est de repenser le travail dans la société. C'est repenser le rôle, la place du travail dans la société qui est, je rappelle que le travail, le salariat, ça a été émancipateur. Oui. Or, aujourd'hui, on voit que ce ne l'est plus. Parce qu'on est à 5 millions de chômeurs, parce que quand il vous fallait 10 salariés pour une chaîne de sidérurgie, il vous en faut 3. Michel Pouzol, on disait la même chose au milieu des années 90. C'était à l'époque Jeremy Rifkin qui avait inspiré d'ailleurs les 35 heures. Et puis on était à la veille du boom Internet et on a vu des créations de millions d'emplois. Oui, mais les millions d'emplois créés... Lionel Jospin lui-même n'avait pas misé. Les millions d'emplois créés n'ont pas compensé les millions d'emplois perdus. C'est ça qui est aujourd'hui au cœur de l'enjeu. Nous ne créerons plus suffisamment d'emplois par rapport à ceux qui vont disparaître. Et donc vous dites qu'il faut créer un revenu minimum. Les prochaines carrières seront morcelées entre formation, entre auto-entrepreneuriat, création d'entreprises, chômage. On le sait bien. Donc si on ne le prévoit pas, on est à la frontière d'une catastrophe sociale de grande ampleur. Ça veut dire verser un revenu sans condition. L'idée du revenu universel, c'est de créer une nouvelle sécurité sociale. Voilà. Comme on l'a fait dans l'État où la France était la plus fragile à la libération, quand on ne s'est pas posé la question de savoir si on allait faire la sécurité sociale et les retraites, et si ça allait mettre le pays en danger. Non, ça allait le sauver. On le sait, ça l'a fait. Aujourd'hui, on est à ce même stade. Qu'est-ce qui vous garantit que des gens ne vont pas choisir le revenu plutôt que le travail? Ce ne sera pas un choix plutôt que... Mais bien sûr qu'il y aura sans doute des gens il y a peut-être des gens qui choisiront le revenu plutôt que le travail. Mais dans ce modèle-là, chaque heure travaillée, chaque effort est un gain de pouvoir d'achat immédiat. Et puis, excusez-moi, on est dans une société où il y a quand même beaucoup de choses qui sortent du secteur marchand. Je pense au bénévolat, je pense aux ONG, je pense à qui font le corps social et qui font la richesse de notre pays. Eh bien, ça permet aussi d'assumer ce genre de choses. Et pour le financement, on a toujours compris les 300 milliards. Et dernière chose, point le plus important quand même. Le point le plus important. Je vais revenir au vieux Hugo qui, à l'Assemblée nationale, parlait d'éradiquer la grande misère en France. C'est le moyen, aujourd'hui, efficace, politique, si on le veut, d'éradiquer la grande pauvreté dans notre pays. Si ça, c'est pas un enjeu sur lequel on peut tous se retrouver, alors il y a quand même un vrai problème de fond.
Élise Feigelès, Manuel Valls, lui aussi, propose une refonte des minima sociaux, mais on n'est pas vraiment dans la même philosophie. On n'est pas dans le revenu universel. Manuel Valls propose ce revenu sous condition de ressources parce qu'il se veut le candidat du travail. Le travail, c'est un projet émancipateur, c'est se réaliser, c'est être infirmière, c'est être travailleur social. Oui, il y a du bénévolat, il y a du travail qui est la réalisation d'un projet personnel. Donc, ça n'est pas qu'être chef d'entreprise, ça peut être aussi créateur, entrepreneur. Donc oui, le candidat du travail. Néanmoins... Ça veut dire que vous êtes contre un revenu sans contrepartie ? Il faut, oui, avec condition de ressources, en effet. Mais quand les accidents de la vie, il se trouve qu'on peut se retrouver sans revenu, il faut que chacun puisse bénéficier d'un revenu décent. Aujourd'hui, quand on est en situation de précarité, déjà très difficile, accablé par la vie, on se retrouve devant 8 minima sociaux. C'est encore plus dur, je pense, à gérer. Donc, en effet, cette refonte des minima sociaux pour un revenu décent et, en effet, pour les jeunes également dès 18 ans, puisqu'aujourd'hui, le RSA n'est accessible qu'à 25 ans, c'est quelque chose qui permet, pour les personnes en grande difficulté, d'accéder beaucoup plus facilement. C'est vraiment un revenu de simplification à avoir un revenu décent. Voilà la proposition de Manuel Valls. Je peux mettre un mot là-dessus. Oui. Aujourd'hui, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, puisqu'il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, j'étais au RMI. Et que rien que pour avoir le RMI dans ce pays-là, c'est une complexité absolue, et ça a mis 4 ou 5 mois. Mais aujourd'hui, 30% des gens qui pourraient avoir recours au RSA ne le font pas. Donc c'est pour ça qu'il faut créer un système où il n'y ait pas de conditionnalité pour que tous ceux qui puissent y avoir besoin l'aient automatiquement. Et ça se décrète uniquement de cette façon. Il faut un revenu, en tout cas, beaucoup plus simple d'accès. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop compliqué. Automatique, c'est très simple. Des gens qui, en effet, pourraient y avoir le droit. Ça, c'est évident. Et c'est cette refonte qui, à mon avis, est essentielle pour les gens, justement, en situation de difficulté. Après, le travail reste le projet émancipateur de Manuel Valls. Frédéric Dabi, il y a une attente aujourd'hui d'un discours, justement, de gauche sur ces questions-là. On a vu François Fillon, élu très largement à la primaire de droite, porté un temps par les sondages, et puis quand on regarde ces mesures en particulier, bien là on voit un rejet assez massif de l'opinion dans les sondages. Alors, vous êtes un petit peu dur pour le candidat François Fillon, qui est quand même plutôt en tête dans les enquêtes. Ça l'a conduit quand même en tout cas à revoir sa position sur les remboursements. Ce qui est vrai, c'est que, n'oublions pas, même s'il a été élu fortement, sans aucune contestation, il a été élu par le peuple de droite. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les mesures phares de son programme, retraite à 65 ans, ISF, plus 2 points de TVA. Toutes ces mesures sont rejetées majoritairement. On a plutôt un rejet de l'ensemble des Français. Sur le revenu universel, c'est plutôt assez intéressant. On l'a testé justement pour Gaspard Koenig dans l'enquête IFOP pour l'opinion sur le libéralisme. Les Français sont plutôt extrêmement favorables. Pour autant, il y a une vraie ligne de partage, et ça sera assez intéressant dans le cadre de la primaire PS, entre la vision de gauche et de droite. La droite, la thématique de l'assistanat a, je dirais pas contaminé l'ensemble des gens de droite, c'est pas le bon terme, mais elle est absolument massive dans le discours des gens de droite, même issus des catégories populaires, la guerre des pauvres contre les pauvres. Oui. Quand on travaille sur l'allocation de rentrée scolaire, les gens... pas du tout ce qu'ils nous disaient à l'époque de Lionel Jospin ou même avant, c'est « ah bah oui, ils vont s'acheter des télés avec ça ». Enfin, on a vraiment ce discours extrêmement suspicieux, sévère, qu'on retrouve même chez des fractions du peuple de gauche. Donc c'est clair qu'il y a l'attente d'une politique différente, et de ce point de vue-là, la victoire de François Fillon est une bonne nouvelle pour refabriquer du clivage gauche-droite, mais il y a des thématiques comme l'assistanat qui sont un peu sorties de ce clivage gauche-droite. Une autre question très rapidement, et on passera dans un instant à Jean Garrigue. On évoquait la candidature de Vincent Peillon, sorti un peu du chapeau au dernier moment, c'était le week-end dernier. Vincent Peillon, il a été testé par les sondages, on sait aujourd'hui concrètement ce qu'il pèse? Non, absolument pas. Il n'a même pas été testé en termes de popularité. Il a quitté la rue de Grenelle extrêmement impopulaire. N'oublions pas que l'éducation nationale, ce n'était pas un ministère anodin. C'était le ministère mettant en place la priorité de François Hollande, qui était la priorité jeunesse. Et quand l'IFOP pour la NACEJ teste, fait une sorte de bilan du quinquennat auprès des plus jeunes, auprès des primo-votants, les regards sont extrêmement sévères sur notamment la fameuse phrase de François Hollande que les jeunes en 2017 vivent mieux que les jeunes de 2012, 85% d'entre eux répondent par la négative. Donc de ce point de vue-là, c'est un échec. Maintenant, Vincent Peillon, il va faire campagne. N'oublions pas que la primaire, même si la campagne va être ultra courte, parce qu'elle va vraiment commencer le 5-6 janvier. Et 3 débats dans la même semaine. Oui, 12, 15, 19, c'est un moment de très très forte visibilité.
repartons sur 2011 où Manuel Valls, Arnaud Montebourg étaient finalement peu connus de beaucoup de Français. Ils sont sortis comme incontournables au-delà de leurs scores respectifs. Jean Garrigue, en gros, à quel seuil cette primaire pourra être considérée comme un succès? On a vu plus de 4 millions de personnes aller voter à la primaire de droite. À partir de quand on pourra dire ce n'est plus un congrès du PS, mais c'est véritablement une primaire? Je pense qu'au moins le seuil des 2 millions, 2 millions et demi semble être celui que tous les observateurs et les socialistes eux-mêmes mettent en avant. Les conditions vous semblent réunies aujourd'hui? Mais écoutez, moi je pense en tant qu'observateur que ce qui s'est passé pour la primaire de la droite peut se reproduire pour la primaire de la gauche, comme ça s'était passé en 2011. Pour l'instant, ce qui pollue un petit peu tout ça, c'est une candidature comme celle de Vincent Peillon. Qui est quoi, il faut bien le dire. On revient dans les manœuvres de congrès du Parti socialiste, une candidature qui, au fond, ne porte aucune originalité programmatique, si ce n'est dans l'idée de pouvoir être le candidat du Rassemblement, à défaut... Pourquoi? Parce qu'il a des relais dans les fédérations et que si on est sur peu de votants, il peut éventuellement espérer... l'emporter? Moi, je n'y crois pas, mais c'est difficile de prophétiser dans la fluctuabilité et la mobilité de l'électorat aujourd'hui. Mais vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que l'essentiel, il est là. Il est dans ce débat de fond sur ce choc de simplification sociale, on pourrait appeler ça comme ça, qui finalement rassemble les candidats, mais aussi sur ce que pourrait être un choc fiscal, ce que pourrait être aussi la réflexion sur le positionnement d'une politique française dans l'Europe, un thème qu'on attend quand même. Mais tout ce qui marquera comme ça les différences, on l'avait déjà vu sur les institutions et sur le plus démocratique annoncé par Manuel Valls, tout ce qui marquera la différence de la gauche par rapport à la droite. Et là, ils ont quand même la chance d'avoir avec le programme de François Fillon un programme assez répulsif pour l'électorat de base de la gauche. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être utilisé qui leur permet de se marquer à leur tour clairement à gauche. Merci beaucoup Jean Garrigue. Merci également à Frédéric Dabi, à Élise Feigelès et à Michel Pouzol d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec nous puisque tout de suite, c'est l'actualité, cette fois vue du net avec Karim Yayaoui. Et voilà, c'est l'heure d'un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour à tous. On revient donc évidemment sur notre sujet, la primaire du Parti socialiste et de la gauche gouvernementale, on va dire aujourd'hui, avec la clôture des candidatures. Le candidat Manuel Valls, qui n'a décidément plus grand-chose à voir avec le Premier ministre Valls. C'est en tout cas ce qui ressort de votre lecture des réseaux sociaux. En tout cas, c'est ce qui ressort de pas mal de tweets aujourd'hui partagés sur les réseaux sociaux. Alors Manuel Valls, évidemment, on en parle pas mal puisqu'il annonce désormais que le 49.3 c'est dépassé, c'est brutal. Lui qui l'a utilisé à 6 reprises, c'est ce que retient le site de l'Obs ou encore le site du Lab qui s'arrête un instant sur ces deux visages de Manuel Valls qui ne regardent pas dans la même direction. Alors sur les réseaux sociaux, ça a suscité beaucoup de réactions, souvent ironiques. Parfois déjà un certain nombre de tweetos affichent leurs préférences, notamment cette tweeto qui fait référence à Manuel Valls qui est assez différent lorsqu'il est candidat au Premier ministre. C'est un compte Twitter qui ne cache pas sa sensibilité proche de Jean-Luc Mélenchon. Ça suscite aussi des remarques ironiques comme celle de Guillaume Balas. Contrairement à une image injuste, Manuel Valls a beaucoup d'humour. La fin du 49.3. Françoise Degois, elle aussi, ironise. À ce train-là, Valls nous vendra son amour du voile, l'abrogation de la loi travail et son respect pour Macron. Les blagounettes de Manuel, écrit-elle. Le journaliste Hugo Clément, lui aussi, ironise. Manuel Valls qui veut supprimer le 49.3, c'est un peu Christiane Taubira qui voudrait abroger le mariage gay. Et puis, autre réaction, celle d'Arnaud Montebourg qui lui aussi a réagi sur son compte Twitter. Valls propose de supprimer le 49.3. Il aurait dû le supprimer de sa pratique. C'est le projet de 6e République défendu depuis 15 ans. Et puis, évidemment, sur les réseaux sociaux, on a aussi des dessins comme celui-ci. J'aurais recours au 49.3 pour supprimer le 49.3. Un dessin signé Nodel.
LR. Alors sur son compte Twitter, Manuel Valls a écrit cette phrase qui elle aussi a suscité un certain nombre de remarques. La renaissance démocratique que je propose, c'est d'abord une meilleure fabrication de la loi avec l'implication des citoyens. Un certain nombre d'internautes ont rappelé la façon dont la loi travail a été passée. Évidemment, ils trouvent que cette phrase est déplacée. Alors ce qui est intéressant, c'est que si Manuel Valls a beaucoup utilisé le 49.3 et qu'aujourd'hui il prend ses distances avec le 49.3, en 2008, il avait déjà déposé un texte à l'Assemblée pour supprimer le 49.3 et on s'aperçoit qu'il y a des allers-retours là-dessus. Et on va laisser bien sûr Élise Féchlès réagir puisqu'elle représente le candidat Manuel Valls sur notre plateau. Un droit de réponse quand même. Vous voyez là-dessus. Non, mais je comprends, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne s'agit pas de revenir sur les débats qui ont fracturé la France. Il s'agit vraiment de voir qu'aujourd'hui, Manuel Valls, il n'est plus Premier ministre. Il n'a plus les mêmes fonctions. Un président de la République, c'est quelqu'un qui gouverne. C'est quelqu'un qui a la possibilité soit de convoquer le Congrès, soit de demander un référendum pour modifier la Constitution et modifier le paysage démocratique. Donc moi, je pense que c'est tout à son honneur. En effet, les gens aujourd'hui, ils ironisent, mais la plupart des candidats, c'est ce que dit Arnaud Montebourg, ils sont pour cette mesure-là. Et ça, moi, je crois que c'est ça qu'il faut noter. Ils sont pour cette mesure. Ironiser sur la manière dont ils le présenteraient, etc., je pense que c'est dommage pour le débat. Et voilà. Après vous comprenez qu'il soit dubitatif du fait qu'il y ait, en termes de temps, aussi peu de temps entre l'usage du 49.3 et aujourd'hui défendre l'idée que le 49.3 s'est dépassé. Il ne va pas attendre la fin de la primaire, il ne va pas attendre la fin des élections présidentielles pour proposer son programme. Je pense que c'est tout à fait le bon timing. Voilà, en tout cas, on vous a laissé répondre, évidemment. C'est la fin de ce débat et d'un œil sur les médias. Merci beaucoup, Karim. Merci à tous nos participants et merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24.